Et salut à tous, on se retrouve après quasiment un an d'absence pour finalement une nouvelle vidéo. Il se trouve que j'avais prévu de faire pas mal de choses, notamment sur de l'intelligence artificielle, bref, sur plein de sujets. C'est pas forcément annulé, c'est pas forcément non plus prévu. Je me suis rendu compte de pas mal de choses. Bon, déjà, j'ai acheté un petit peu de matériel, comme vous pouvez le voir, et surtout, je me suis rendu compte que j'aimais pas du tout, enfin, pas du tout. Je me rends compte que je passais énormément de temps, en fait, à faire du montage, et c'était pas du tout ce que je voulais faire à la base. Le montage, un petit peu d'accord, mais pas non plus tout le temps. Et je me rendais pas compte, forcément, en fait, au début, lorsque je regardais les vidéos de mes vidéastes préférés, en fait, à quel point monteur, c'est un vrai métier, ça prend beaucoup de temps, ça demande de la dextérité, ça demande du doigté, un truc que je n'ai pas forcément, et de la patience. De la patience. Et cette patience, je l'ai pas pour le montage, et YouTube c'est pas du tout mon métier, donc forcément la lassitude s'est installée, et je me suis dit qu'il fallait que je trouve un moyen, plusieurs moyens, de faire mes vidéos, mais dans de meilleures conditions, histoire de me donner un peu plus envie. C'est d'ailleurs pour ça que il y a eu plein de choses quand même qui se sont passées pendant un an. Il y a eu des choses. J'ai notamment terminé d'aménager mon studio d'enregistrement, donc là c'est qui me sert également de bureau et de labo pour expérimenter des choses. Peut-être qu'un de ces quatre, je ferai un petit tour histoire que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Il me manque encore quelques petites choses, notamment des panneaux son juste en face de moi, ce qui fait que vous devez entendre un petit peu la reverb, pour que j'apprenne en fait à mettre du rythme dans mes vidéos en fait. Ce qui fait également que j'ai pas sorti de vidéo en fait, c'est parce que j'ai un certain standard en tête au niveau des vidéos, et je me rends compte que atteindre cette qualité, atteindre ce standard-là, ça demande une technicité, un niveau de professionnalisme dans la production de vidéos que je n'ai pas. J'ai pas envie de sortir un truc alors que je ne suis pas content du résultat. Je vais plutôt m'amuser à faire du live coding maintenant. D'ailleurs, à propos de ça, à partir du 30 mars, ça y est, j'ai enfin une date. J'ai la fibre qui arrive à la maison. Et pour le coup, une fois que j'ai la fibre, je peux vous dire que le périmètre de ce bureau, je vais plus beaucoup en bouger. Et je pense que je vais faire beaucoup plus de live coding, que ce que je faisais avant. Au tout début de la chaîne, c'est ce que j'avais fait en fait. J'avais fait pas mal de live coding, enfin en tout cas j'avais essayé d'en faire pas mal. Mais je le faisais en fait dans l'enceinte de l'école numérique dans laquelle je travaillais. Donc je vais essayer de faire maintenant, de me remettre plutôt au live coding. D'ailleurs, c'était un format, je pense, que je vais plus apprécier par la suite. Donc ça, c'était pour les petites explications. J'espère sincèrement que ça va me rebooster, moi aussi, un petit peu, parce que j'avais envie de reprendre les vidéos. Il y en a beaucoup parmi vous qui m'ont demandé quand est-ce que j'allais reprendre, c'était quand les prochaines. La plupart d'entre vous ont compris tout à fait que j'étais dans une phase où j'avais peu envie, ça procrastinait pas mal, et en même temps ça procrastinait pas tant que ça, parce que j'étais actif sur plein de choses en même temps, et j'arrivais pas à me décider sur ce que je voulais, je savais quel était le but à atteindre, mais j'arrivais pas à trouver de façon de l'atteindre de manière satisfaisante, autrement comme butant, comme un dingue, et en enchaînant 2 journées de travail en une. Et c'est pas le but. Là, on va se concentrer sur les live coding. Et aujourd'hui, on va faire un truc qui me plaît. Il s'agit en fait d'une reproduction d'un jeu de cartes que beaucoup d'entre vous connaissent et auquel probablement beaucoup d'entre vous ont joué, et qui s'appelle Hearthstone. Première chose à faire, on va déterminer la stack technique. C'est pas très compliqué, personnellement, pour le côté front-end, je vais partir sur Angular, et en fait, on va progresser comme ça au fur et à mesure des vidéos. Je vais fixer des objectifs, et au fur et à mesure de ces vidéos, on va pouvoir en fait remplir un certain nombre d'objectifs. Aujourd'hui, ce que l'on va faire, c'est que l'on va déjà démarrer notre projet Angular afin de créer nos composants, nos différentes routes. On va regarder un petit peu le jeu duquel on s'inspire, donc Hearthstone, et on va essayer de voir quelles sont les fonctionnalités que l'on peut éventuellement reproduire au fur et à mesure des vidéos. La première chose à faire, donc,
créer notre projet. Alors, pour Angular, je vais forcément passer sur pas mal de choses que vous connaissez ou pas, mais là pour le coup je vais pas installer devant vous ni Node.js ni Angular CLI. Je pense que ça fait partie des choses de base. Si vraiment vous voulez savoir comment on fait pour installer et Node.js et l'utilitaire Angular CLI en ligne de commande, je vous mettrai peut-être une petite note si vous me lancez un commentaire. Donc première chose à faire, on va utiliser l'outil Angular CLI avec ng, la commande ng. Donc ici, c'est ng new et le nom de notre projet. Donc ici on va le nommer... comment on pourrait le nommer ? On va pas le nommer Hearthstone parce que j'ai déjà pas mal de projets qui portent ce nom-là en vérité dans mes dépôts GitHub, pour la bonne et simple raison que je l'emploie assez souvent dans mes formations, dans les formations que je dispense côté Angular. Donc ici j'ai envie de le nommer... allez, on va faire un jeu de mots. On va le nommer Mukardchino. Mukardchino. Ouais, c'est nul, mais voilà quoi. Il fallait que je trouve un nom. Bon, allez, on y va. Mukardchino, c'est clairement une inspiration Hearthstone. Donc du coup, une fois que ça c'est fait, donc naturellement, comme on peut le voir ici, il y a le prompt d'Angular CLI qui nous demande ce que l'on veut. Est-ce que l'on veut le strict type? Oui, bien sûr, on veut le strict type parce qu'on veut coder comme des grands. Est-ce que l'on veut ajouter de l'Angular routing? Bien entendu. Est-ce que on souhaite utiliser du SCSS, Sass, Less, Stylus? Pas trop, je préfère rester en CSS de base pour ma part. Ça me donnera en plus l'occasion de pouvoir refaire ça me donnera l'occasion en fait de refaire un petit passage rapide sur des propriétés CSS natives et comment elles sont supportées sur différents navigateurs, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour vérifier qu'elles sont disponibles sur tel ou tel navigateur. Bref, on va rester en CSS. Ok, ça vient d'installer, alors maintenant, ce que l'on va faire, c'est que l'on va directement se rendre dans le dossier du projet qui vient d'être créé. Donc, on se fait un petit coup de clear, si on est sur Windows, hein, sinon un petit coup de CTRL-L sur Linux, ça devrait suffire à effacer votre prompt. Maintenant, on se rend dans le dossier Mukardchino, on vérifie que tout a été installé comme il faut. Personnellement, je refais toujours un petit coup de npm install, même si normalement il est censé m'installer les dépendances en même temps qu'il m'installe le projet, mais on sait jamais, ça m'est déjà arrivé en fait qu'il décide d'interrompre certains chargements, parfois juste une petite coupure de co, etc. Et hop, vous vous retrouvez avec un projet qui ne fonctionne pas. Alors, une fois que ça c'est fait, on vérifie que notre projet fonctionne bien, on tape la commande ngserve et on peut lui rajouter l'argument -o pour open, qui va nous ouvrir directement la fenêtre de navigateur qui va bien. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, donc ça c'est la page de garde de n'importe quel projet Angular, il va falloir aller la modifier. Alors, bien entendu, nous, ça va pas ressembler à ça, notre application, hein. On a quand même pas mal de choses à faire. Pour ce projet, on va utiliser l'éditeur de code VS Code. C'est de loin le plus adapté pour tout ce qui est création d'applications avec Angular. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on retourne sur notre ligne de commande et on tape la commande code point. Ça va avoir pour effet en fait d'ouvrir notre éditeur de code dans le dossier concerné et on va pouvoir du coup éditer correctement notre code. Je relance mon serveur ici, vu que j'ai déjà ma fenêtre d'ouverte, je retape un petit coup de ngserve. Et maintenant on va pouvoir aller vérifier ce qui nous intéresse. Donc, ici, on peut voir dans notre index.html, qui se situe dans le dossier src, qu'on a notre app-route. La balise app-route, vous le savez, ça n'est pas une balise HTML classique, c'est une balise, en fait, qui va être analysée, reconnue par Angular, et qui va avoir pour mérite d'avoir un composant associé à cette balise, et donc du coup, ce composant va être instancié automatiquement par le framework. Bien entendu, pour que ce soit possible, il faut que dans votre dossier app et dans votre fichier app module, vous ayez un composant qui soit déclaré dans votre module principal. Ce composant, c'est le app component qui se trouve ici. Ce composant app component se situe donc dans les déclarations.
Vous avez également l'obligation d'importer le browser module, qui, comme son nom l'indique, va permettre d'obtenir les fonctionnalités qui nous permettent de lancer Angular au sein du navigateur. On a le app routing module qui se trouve ici, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Les providers pour l'instant sont vides, et enfin Bootstrap ici, on précise que l'app component fait partie des composants qui sont bootstrappables. C'est-à-dire que la plupart des composants en Angular sont faits pour fonctionner la plupart des composants en Angular sont faits pour être instanciés alors qu'ils possèdent un composant parent. Mais bien sûr, certains composants, les composants qui se situent tout en haut de la hiérarchie des composants, eux ne possèdent pas de parents. Et donc du coup, il faut leur passer une espèce de contexte qui est le contexte du framework. Et donc, seuls les composants qui sont bootstrappables, donc qui sont référencés dans la section Bootstrap ici, sont capables en fait d'être instanciés sans avoir de parents qui leur passent le contexte d'exécution, le contexte du framework. Donc ici, notre app component fait partie de ces composants-là. On voit bien que dans app component ici, quand on s'y rend, on a bien un selector app-route qui correspond donc à la fameuse balise que l'on avait là. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va pouvoir se rendre dans appcomponent.html, virer l'ensemble du code, et dans notre appcomponent.ts, on va également aller virer le title ici, et ça c'est bon. Hop, comme on peut le voir ici, maintenant tout est vide, c'est tout propre. On va pouvoir penser à créer notre premier composant. On va faire, vu que l'on est sur un jeu de cartes, on va créer le composant qui permet d'afficher une carte. Alors ce que je fais moi, en règle générale, c'est que je stoppe mon compilateur chaque fois que je me fais aider de l'outil ng, pour la bonne et simple raison que le ngserve, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va s'actualiser à chaque fois qu'il y a un ajout, un changement, une modification de fichiers au sein du répertoire. Et le problème, c'est que la génération multiple de fichiers, donc ce que fait l'outil ng, en fait, va créer automatiquement pas mal de fichiers. Et le problème, c'est qu'au bout d'un certain moment, vu que c'est de la compilation incrémentale et que notre ami Angular va en fait compiler de façon différentielle, le problème c'est que si on lui charge trop la mule, bien souvent en fait, le compilo ne suit pas, et donc on se retrouve avec des erreurs de compilation qui n'ont pas lieu d'être. Le but du jeu ici, c'est d'avoir zéro erreur de compilation, en tout cas le moins possible. Donc personnellement, je préfère l'alléger, et j'arrête le ng, le ngserve, le temps de générer mon composant, puis ensuite je... Donc, ici, on va faire un ng generate component, et notre composant, on va le nommer tout simplement card. Une fois que ça c'est fait, on va pouvoir refaire un ngserve. Et c'est là où on va passer en fait sur l'observation du jeu duquel on s'inspire. Ce que l'on fait, c'est que l'on va se rendre dans la partie ma collection. Plus tard, ça sera notre boutique en fait. Donc, on se le note dans un coin. À la prochaine vidéo, on va faire un équivalent avec une espèce de boutique de catalogue en fait de cartes. On voit que toutes ces cartes finalement sont rangées suivant certaines catégories. Ce sont les catégories en fait dans lesquelles elles peuvent être référencées. En vérité, normalement, chacune des cartes possède une seule et unique catégorie, mais depuis quelque temps, il se trouve que Hearthstone nous permet d'avoir des cartes qui sont pluricatégories. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va le prévoir tout de suite dans notre design de carte. On constate aussi qu'une carte est composée d'une image. La plupart du temps, en vérité, il s'agit d'un fond de carte avec un dessin en arrière-plan ici. Alors, une valeur en cristaux, donc ça c'est le coût qu'il faut pour jouer cette carte sur le plateau. Ensuite, l'attaque, la défense, un petit texte, un titre, bref, il y a pas mal de choses. Ce que je vous propose pour cette première vidéo, c'est de ne pas essayer de reproduire le graphisme détaillé ici. Ce que l'on va faire, c'est que l'on va déjà
créer notre composant, créer également une espèce d'entité pour nos cartes, et une fois que ça c'est fait, une fois qu'on a la base, on va pouvoir ensuite enchaîner sur pas mal d'autres choses. On va pouvoir maintenant générer également un modèle de données qui correspond en tout point à ce que l'on vient d'observer. On va donc utiliser ng generate class, et pareil, elle s'appellera card. Parfait. Maintenant, voilà ce que l'on va faire. Première chose, en ce qui me concerne, je décris toujours le modèle de données en premier. Ça me permet de mieux organiser ma pensée, et au moins, je sais quelles sont les données que je manipule. Une carte va donc posséder probablement un identifiant qui sera un numérique et qui sera unique. Par défaut, je mets 0. Comme ça, je suis sûr et certain que si l'ID vaut 0, c'est que ma carte, telle que je la tirerai depuis ma base de données, en fait, eh ben, elle n'existe pas, puisqu'un ID 0 dans une base de données relationnelle, ça n'existe pas, ça démarre toujours à 1. Ensuite, on a dit le nom de la carte. Donc c'est une chaîne de caractères qui, par défaut, vaut une chaîne vide. Ensuite, on va prendre le texte, donc c'est la description de ce que fait la carte. On a également le coût en cristal, donc cost. Donc ici, ça sera un number. On va mettre 0 par défaut. L'attaque ainsi que la défense. Il y a également quelque chose que l'on n'a pas vu, mais qui est en fait possible de faire. Dans le jeu Hearthstone, on peut en fait créer ses propres cartes. Parmi la liste des cartes proposées bien évidemment, mais on peut en fait acheter les cartes avec soit du véritable argent, mais dans ces cas-là, ça relève en fait de la chance, parce qu'en fait on achète des paquets qui contiennent des cartes au hasard, ou alors on peut crafter les cartes disponibles en échange d'une certaine monnaie. Cette monnaie, c'est la poussière. Donc ce que l'on va faire, c'est que nous, on va décrire ce coût en poussière dans une propriété que l'on va nommer price. Et par défaut, ça vaut 0. Ok, donc il nous manque maintenant une dernière propriété. Cette propriété, ça sera l'URL de l'image. Parce qu'il faut bien une petite illustration. Ok, parfait, je vais essayer de regrouper un petit peu mes numbers, mes strings ensemble. Ce que l'on va faire, c'est que, hop, tout ce qui est string, je vais te le poser en bas. Voilà, pas mal. Ok, cool. On a tout ce qu'on veut. Maintenant, on va pouvoir enchaîner. On va aller regarder du côté de notre composant card. Notre composant card, ce que l'on va faire, c'est que l'on va faire en sorte que ce soit un composant qui soit réutilisable dans n'importe quelle application qui aurait besoin d'avoir des jeux de cartes. Donc la seule chose qu'il faudrait en fait dans l'idéal, ce serait d'embarquer en fait le modèle de données, ici la carte, et le composant, afin qu'il puisse fonctionner sur n'importe quelle application. Donc pour ça, ce que l'on va faire, c'est que l'on va appliquer une bonne pratique qui est de ne mettre aucune logique métier dans notre composant. Il va se contenter bêtement d'effectuer des actions visuelles. D'accord ? Donc pour ça, au niveau des données, on va faire en sorte que nos données puissent être disponibles sous forme d'une propriété data au sein de notre composant. Cette propriété data, elle est donc de type card. Ok. Et on se la fait définir depuis l'extérieur. On ne se la fait pas injecter, mais on se la fait définir depuis l'extérieur de notre composant. C'est-à-dire que c'est un autre composant, un composant parent, qui va nous envoyer la data dans cette propriété-là. Donc pour ça, on passe notre propriété en input à l'aide du décorateur @input, et on voit bien ici que on nous dit un petit quelque chose. Property data has no initializer and is not definitely assigned in the constructor. C'est normal. En fait, lorsque l'on est en type checking strict, en fait, on est obligé
soit de donner une valeur par défaut ici à notre carte, soit de la donner dans le constructeur. Mais de base, il refusera qu'on soit un petit peu trop laxiste là-dessus. Donc on a plusieurs solutions. Soit on la passe en card ou undefined, card ou nul, ou alors la propriété est éventuellement définie. Personnellement, je n'aime pas du tout faire comme ça. Je préfère me reposer le moins possible sur la capacité de JavaScript à avoir du undefined, et finalement faire en sorte d'avoir card ou nul, ce qui me permet en fait de tester une valeur au sein de mon template. Et donc du coup, je le définis à nul par défaut. Toutes les propriétés en @input en Angular sont définies entre le constructeur et l'appel à ngOnInit, qui est un hook. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'une fois que l'on a notre donnée ici, normalement, une fois que l'on est dans le ngOnInit, notre data est disponible. Mais pour l'instant, on a dit qu'on faisait uniquement de l'affichage, donc typiquement, on va rien mettre ici. On va juste se contenter d'aller afficher des choses. Alors, on y va. Notre carte, on va la contenir donc dans une div, et ce que l'on va faire, c'est que l'on va afficher des trucs. Alors, première chose, on va afficher le coût en cristal. Donc ici, le coût en cristal, c'est data.cost. Mais si je fais ça directement comme ça, eh bien, au bout d'un moment, je vais me retrouver avec un problème. En effet, de base, le premier rendu visuel sera effectué avant l'appel à ngOnInit, au moment où ma data vaut toujours nul. Il me faut donc utiliser ngIf ici. Donc c'est ngIf data non égale à nul. Voilà. Donc on affiche le coût en cristaux, ensuite on affiche notre image, donc ici c'est data.img. Comme alt, on va mettre data.name. Ensuite, on a donc le nom de l'image. La description. La description. On a également l'attaque. Et la défense. Normalement, toutes ces informations-là, on est censé donc pouvoir les obtenir. Assez facilement. Alors, on va tester ça de suite. Ce que l'on va faire, c'est que je vais me rendre dans mon appcomponent.ts. Je vais me rendre dans le constructeur. Et je vais me créer une liste de cartes, donc un tableau de cartes, des objets de type card. Et je vais faire ça, donc list.push. Alors, une des fonctionnalités intéressantes de TypeScript, c'est de pouvoir en fait prendre les objets littéraux écrits sous forme JSON ici, et de les transposer automatiquement dans un type bien défini, à condition que l'objet en question, qu'on va définir ici, respecte à 100% le type de données décrit. Donc ici, moi ce que je vais faire, c'est que je n'ai pas besoin de faire des new card, ma card.bidule égale, etc. Je vais pouvoir utiliser tout de suite un objet que j'écris comme ça, et du coup, cet objet a juste à respecter le format que je veux. Et vous allez voir qu'il va m'autoriser à faire le truc. Alors on y va, donc on a dit name. Donc name, ici, on va prendre carte, on va prendre, je sais pas moi, allez, étoile de la mort. Alors oui, on a dit Hearthstone, donc, mais on pourrait prendre n'importe quel type de carte en vérité. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tricher, on va mettre le dragon blanc aux yeux bleus. C'est peut-être un peu long d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On verra comment nous on design nos cartes. Alors, ensuite, on va mettre l'ID, hein, ce sera la première carte. On avait dit quoi d'autre? La description, donc la description, il est puissant.
Ensuite, on avait quoi d'autre? Le coup. Le coup en cristaux, ben, c'est une grosse carte, donc on va mettre 9. L'attaque, on va mettre 9. Et la défense, on va mettre 9. Le prix, si on devait donner un prix, ce serait le prix en poussière des plus grosses cartes d'Hearthstone. En règle générale, elles coûtent 1600 poussières. Et il me manque quoi comme propriété? Allez, on va voir ça. IMGID Cost Price Name. Hop, on va définir le prix, l'image. Voilà, l'image. Alors, pour l'image. Pour les images, ce que l'on va faire, c'est que l'on va les poser dans le dossier Assets, en fait. Le dossier Assets qui se trouve dans SRC. On va l'enregistrer. On va le retoucher un petit peu. Nous, on a juste besoin de ce qui est décrit là. Donc, hop. On prend donc notre dragon, nouvellement créé, on va aller le poser dans le dossier qui correspond. Donc ici, ça c'est fait, il est là. Donc dragon.jpg. On va donc donner l'URL de notre dragon, donc dragon.jpg. Ça c'est fait. Maintenant, on va se rendre dans notre appcomponent.html et on va créer une boucle. Donc ici, on utilise le sélecteur de notre card component. Notre card component, son sélecteur c'est appcard. On va donc créer une balise appcard par élément du tableau. Ici, on va donc employer un petit ng for let current card off. Et on re-regarde le nom de notre propriété, c'est une liste, elle s'appelle list, hop, et donc pour passer la propriété dans data ici, c'est pas bien compliqué, on doit juste faire data est égal à current card. Et normalement, on devrait pouvoir voir notre carte ici. Hop, voilà, comme on peut le voir ici, donc on a bien le coup en cristaux, l'image, le dragon blanc aux yeux bleus, il est puissant, 9. On a rempli notre première mission, je vais vous laisser là pour cette fois, et on se donne rendez-vous la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, pour habiller cette carte, et la rendre plus jolie, plus agréable à regarder, avec un template quand même, qui est sympa, et qui prendra également en compte l'avant et l'arrière de la carte. Allez, ciao!